Au moment où je commence ce film, je ne connais pas grand-chose de leur histoire, mais je sais déjà l'essentiel. C'est une famille unie comme il en existe peu, soudée à l'extrême que la vie et les années n'ont jamais séparée. Une tribu créée par le lien fusionnel de 6 frères et sœurs autour de leur mère. Un clan qui compte aujourd'hui 60 personnes. Une osmose incroyable, presque trop parfaite. On me dit qu'ils ont tout fait ensemble. Ils ont travaillé, se sont mariés, ont eu des enfants. Un bonheur parfait, une vie sans problème. Et pourtant, je vais découvrir que derrière cette symbiose se cache une histoire douloureuse et que cette famille si attachante aurait pu ne pas exister. L'histoire de la famille Salzberg commence comme tant d'autres familles juives dans les quartiers insalubres de Belleville, de Montmartre et du Marais. Dans ces quartiers populaires s'installe un grand nombre d'immigrés venus d'Europe de l'Est. Ils sont 150 000 juifs à vivre à Paris dans les années 20. Ce sont de petits commerçants ou artisans qui parlent le yiddish et forment peu à peu une communauté. Comme Ephraim Salzberg et Rivka Gutman, ils sont des milliers à avoir fui la misère et l'antisémitisme virulent de Pologne pour s'installer dans les faubourgs de Belleville. Le couple se rencontre à Paris en 1925 et donne naissance à Jacques le 24 septembre 1926. C'était tout petit chez nous. Nous avions, pour 8 personnes, je ne sais pas s'il y avait 30 mètres carrés, je ne sais pas. Il y avait 2 pièces et une cuisine. On n'avait pas l'eau, on se lavait dehors sur l'escalier. C'était l'époque, quoi. Dans la salle à manger, on ne pouvait pas marcher. Les chaises étaient là, immuables. Ma mère, c'était une femme joyeuse pour tout ce qu'elle avait. Ouais. C'est ça qui fait que nous aussi, on a un caractère pas enfermé, quoi. Elle aimait bien rigoler. Mais elle ne pensait à rien, elle pensait qu'à nous et à manger, à faire à manger, c'est tout. Et mon père, il est venu à Paris, il avait 17 ans peut-être. Il parlait pas mal le français et il écrivait. Moins bien, mais il écrivait. Et je me souviens aussi, avec mon père, qu'on allait se promener boulevard de Belleville. Alors ses copains lui demandaient « Ah, qui c'est c'est ton fils ?» Alors il disait « Non, non, c'est mon frère, je l'ai ramené de Pologne. » Ah, c'était terrible, oui. Ah, il était vachement fier de moi. J'étais l'aîné, il m'emmenait partout. Mon frère et moi, nous avons 5 ans de différence. Et mon frère et mes sœurs, ils ont 2 ans de différence. Je crois que frères et sœurs comme nous, je pense que c'est rare. Mais ça, c'est les circonstances. C'est la guerre qui nous a réunis. Puis le père de mon père, si jeune, pas 40 ans, tu te rends compte. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris et défilent sur les Champs-Élysées. La zone nord de la France est occupée. Pour les Juifs restés à Paris, c'est le début d'une période d'opprobre et de terreur. La France terre d'asile devient celle de tous les dangers. Dès le mois d'octobre, les premières lois anti-juives sont adoptées. Interdiction d'exercer tout métier au contact du public. Recensement et internement des Juifs étrangers. Les commerces et les biens des Juifs sont confisqués. L'année suivante marque le début des premières rafles contre les Juifs étrangers. Ephraim Salzberg est arrêté à son domicile par la police française le 20 août 1941, un an avant la rafle du Veldiv. Il y avait 2 inspecteurs, ils ont tapé à la porte. Finalement, j'ai dit entrer. Mon père m'a dit « T'aurais pas dû le dire ». Et alors les gars sont rentrés. Ils ont dit à mon père « Ah, 6 enfants !» On lui dit « T'en fais pas, ils vont pas te garder, viens avec nous ». Déjà, c'était des salauds, parce que si c'était des gens intelligents, ils auraient dit « Bon, bah, faire semblant de ne pas te voir ». Ils l'ont pas dit, ils l'ont emmené. Et malheureusement, les gars, ils l'ont gardé. Parce qu'ils avaient dit « Oh, t'en fais pas, hein. Avec 6 enfants, on va te relâcher ». Et ils l'ont pas relâché. Jacques avait 15 ans ce matin-là.
Et je me demande à quel point cette arrestation hante encore sa mémoire, presque 60 ans plus tard. Désolé, si vous n'avez pas la carte du club, c'est une soirée privée. Je vous en prie. Rosh Hashanah, le nouvel an juif, un soir d'octobre. Première fête célébrée auprès de la famille. Je les connais depuis quelques mois. C'est Rosh Hashanah. Et en yiddish, Rosh Hashanah. Est-ce que vous savez au moins quelle année qu'on est? 5745? Non, plus que ça. 5766, peut-être, parce que je suis pas certaine. Comme chaque année, les sœurs Ellsberg ont mis près d'une semaine à tout préparer. Je commence à peine à les distinguer les unes des autres. Georgette, Sarah, Pauline et Monique. Toujours aux petits soins autour de Jacques. C'est mon frère chéri, ça. Aïe, au secours! Hop là. 6 frères et sœurs, presque tous mariés depuis 50 ans, avec des conjoints greffés corps et âme à la famille. Comme Doubi, la femme de Jacques. C'est bien, il n'y a pas une famille de 6 enfants, avec des pièces rapportées, qui s'entendent comme ça. Pleine de gaieté. Tu te rends compte, c'est une pièce rapportée on l'a bien éduquée, entre parenthèses. Parce qu'on a eu une vie, on a failli déporter, on a eu les parents déportés, ils n'ont pas eu de père, moi mon père a été déporté. Mais on n'est pas détraumatisés, on est peut-être des cinglés, on a quelque part, il reste quelque chose, mais on est plus aiguisés et on voit mieux les choses, je pense, que certaines personnes qui n'ont jamais rien eu. Parce qu'on est des peureux, alors on on n'est pas pas peureux. Ah si, on est une famille trouillard. Mais jamais, toi, mais pas moi. Ah bon? Trouillard? Ouais. Ben non. Pourquoi? Si, non, je comprends ce que je veux dire. Une façon d'être, c'est-à-dire que la vie a été tellement dure au début que quelque part on devient peureux qu'il n'arrive pas la même chose encore une fois. Dimanche avant Yom Kippour, jour du grand pardon. Comme beaucoup de juifs ashkénazes, le clan rend hommage à ses morts. Une prière pour Rivka, la mère qui a créé un lien indélébile entre ses enfants. Et une pierre posée sur sa tombe pour indiquer son passage. Ça, c'est les déportés, ils ont fait une pierre tombale. Au détour d'une allée, Sarah tient à me montrer le nom de son père. C'est les déportés qui ne sont pas revenus. Comment il s'appelle, le grand-père? Attends, mon père, il doit être là. Z, regarde Zalsberg. Ah bah voilà. Ziza. Non, c'est pas Ziza, c'est Chayel en yiddish. C'est papa, mon père. Juste un nom sur une pierre parmi tant d'autres. Un homme parti trop tôt dont personne ne se rappelle vraiment. Je décide d'aller voir Léo, le frère de Jacques. Il avait 10 ans au moment de l'arrestation de son père. Je me dis qu'il s'en souvient sûrement. Avec Yvette, sa femme, ils forment un couple soudé depuis 1964. Ça, c'est mon petit divan à moi. Et toi, Léo, c'est où? Alors, Léo, voilà. Là, celle-là. Lui, c'est le pacha, là. Oui, ça c'est le mien. Que penses-tu de l'histoire qu'a vécue ton mari? Mais écoute, j'ai vécu un peu autre chose, moi. Hein. Donc, je sais que ça a dû être très dur, parce que moi, je suis née comme sa sœur Monique en 40. J'ai eu une enfance un peu très, très dure. J'ai connu mon père qu'à 5 ans. Je n'avais que 5 ans. Ma mère nous avait placés dans des familles, moi qui me battais. Et quand ma mère, un dimanche, est venue me voir, elle n'a rien pu dire. La dame m'a battue devant elle et elle s'est mordu les doigts parce qu'elle n'avait le droit de rien dire. Sinon, elle me reprenait et comme ma mère se cachait à droite et à gauche, donc il fallait qu'elle se taise. Mais moi, j'ai été battue. J'ai dormi dans un grenier avec ma sœur. Je me rappelle un grenier et je voyais les étoiles. Alors donc, j'ai eu aussi une enfance un peu perturbée. Ça rapproche d'avoir eu la même enfance. Bien sûr. Non, mais en fait, tout ça vient parce que les Ellsberg, c'est une famille très unie qui ont contaminé tout le monde. Hein. Attention, ils y sont pour beaucoup de choses. Hein. On ne peut pas concevoir un Ellsberg sans un Ellsberg. C'est impossible. Mais tu t'en apercevras à la longue.
Je me souviens quand ils sont venus arrêter mon père, ils l'ont pris. Et puis j'avais au commissariat de police du 20e arrondissement, je me souviens, j'avais été lui apporter un petit colis alimentaire. Ouais, c'est la dernière fois là que je l'ai vu. J'avais 10 ans. Quel souvenir il te reste de ton père? Tu m'as demandé? Quels sont les souvenirs que tu gardes de lui? Des choses qui te viennent. Oui. Il porte un canotier. Oui, ah oui. Je me souviens, il portait un canotier. Il était jeune, puisqu'il avait 36 ans. 36 ans. Et il avait... À 36 ans, il avait 6 enfants. Et puis, il travaillait dans l'imprimerie. Alors, pour être imprimeur, il faut quand même connaître le français à fond. Quand il est venu en France, il prenait les cours du soir. Il a passé son certificat dans la même école que nous. Et il faisait du travail à domicile. Et puis, je me souviens, le jeudi, je l'aidais. Je l'aidais à classer les feuilles pour faire la reliure du livre. Je suis la taille de mon père. Mon père n'était pas grand, il était comme moi, ma taille. J'avais la même taille que lui. Je veux dire, je lui ressemble, sans moustache. Deauville, dernier bastion de la Yiddishkeit. Pour une raison que j'ignore, c'est ici que se retrouvent les derniers juifs d'Europe de l'Est, ceux qui parlent encore le yiddish, une langue qui a aujourd'hui quasiment disparu. Sur les planches, je retrouve Albert Goldfarb, Jacques Hochberg et Marcel Zachdenberg. Tous ont bien connu la famille Salzberg à Belleville. Famille Salzberg, je les connaissais bien entendu, puisqu'ils étaient dans le même immeuble au 34 rue du Pressoir. Et ils étaient sur la cour. Et moi j'étais sur la cour, mais dans un appartement qui donnait en transverse sur la cour et sur la rue. Donc, dans mon 3e étage, je voyais toute la famille, jusqu'au jour où ils sont venus le chercher. Là, vraiment, j'ai encore le souvenir vivant du moment où c'est pas les Allemands, hein, où les Français sont venus chercher les premiers Juifs. Et j'ai vu son père partir avec le baluchon, tu vois, avec le baluchon plein de linge noir, là, tu sais, les baluchons noirs. Et puis ils étaient au coin de la rue, ils étaient 4-5 déjà de réunis. Puis lui, il a posé son baluchon, puis c'était un petit bonhomme, il attendait. Oui, c'est un petit bonhomme. Comme Léo, alors? Ah ouais, un peu. Il attendait tranquillement, bon. Mais ils étaient tous tranquilles. Franchement, le dernier qui a vu partir le père, tu peux dire que c'est moi avec mes yeux. Alors Le 13 mai 1941, tous les juifs étrangers apatrides polonais ont été convoqués à venir au commissariat le lendemain pour affaires les concernant, avec un petit billet vert. 60% y ont répondu. À la suite de cette rafle du billet vert, ils se rendent compte qu'ils n'en ont pas arrêté assez, finalement. Donc, ils vont organiser des coups de filet. Alors là, c'est des rafles, par arrondissement. Et en particulier le 11e arrondissement, le 11e, le 20e, et ça va se passer en août 41. Le 20 août 1941 se déroule la seconde opération d'arrestation massive de Juifs à Paris. Elle entraîne la création du camp d'internement de Drancy.
4230 juifs, des hommes de 18 à 50 ans, de diverses nationalités, sont arrêtés par les forces de police françaises à la demande des Allemands. Ephraim Zelsberg est parmi eux. De Drancy, il écrit une dernière lettre à sa famille. C'est Georgette, la sœur aînée, qui l'a en sa possession. C'est la dernière lettre que mon père a écrite avant d'être, comment dirais-je, il était à Drancy, après on ne sait même pas où il a été en fin de compte. Ça fait au moins 10 fois que je la vois cette lettre et à chaque fois ils disent que c'est des copies. Mais moi je pensais que c'était l'original, je sais pas qui est-ce qu'il l'a. Hein. Ça devait être Pauline. Ils se les perdent, ils ont pas de mémoire. Alors, Jojo, c'est pas toi qui l'avais, c'est ça la lettre. C'est pas l'original, ça. Je comprends pas votre. Non, c'est une copie. Bon, bah, moi je l'ai. Oui, non, mais Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? T'arrives à lire ou pas? Moi je pourrais pas la lire. Devant partir du camp dans un très court délai. Je te prie de m'envoyer mon colis de vivres et mon colis de linge, de façon qu'il me parvienne à Drancy au plus tard lundi. Je t'embrasse bien fort, ainsi que tous les enfants. Je m'étais souvent imaginé l'ancien camp de Drancy dans une ville très lointaine. Un lieu irréel, synonyme d'antichambre de la mort, où tout ou presque avait disparu. Mais la ville de Drancy est bel et bien présente, à seulement quelques kilomètres de Paris. Et je suis surprise de retrouver l'ancien camp d'internement intact. Ici, rien n'a changé. On a juste planté quelques arbres pour rendre cette cité HLM moins sordide. Les mêmes fenêtres, les mêmes appartements où s'entassaient les internés en attente de leur sort. Car l'ancien camp de transit où 76 000 juifs furent déportés a été réhabilité en logement social depuis 1947. Raphaël Chemouni, un ancien pharmacien à la retraite, me fait visiter les lieux. Il fait partie du conservatoire historique du camp de Drancy, qu'on appelle aujourd'hui Cité de la Muette. Nous marchons sur le trottoir où tous les déportés ont foulé. Les poteaux que vous voyez ici, rien n'a bougé. On peut retrouver ces inscriptions sur tous les murs, parce que les murs ont été recouverts de plaques-au-pâtre. Conclusion, si on enlève une partie des murs, on peut retrouver toutes les écritures. Les escaliers sont d'origine. Ils ont classé la cité de la Muette monument historique, mais surtout en tant que premiers HLM de la région parisienne, sans parler de la déportation. Par la suite, ils ont rajouté le lieu de mémoire en tant que lieu de déportation. C'est ici, bloc 5, escalier 20, qu'est interné Ephraim Zelsberg pendant 10 mois jusqu'en juin 1942. Chaque escalier avait un responsable d'escalier. La veille, ils recevaient une liste de gens qui devaient partir en déportation. Et le matin, vers 6 heures, ils étaient transportés en car ou en autobus vers la gare de Bourget jusqu'en novembre 1943. Et à partir de 1943, ils ont été déportés par la gare de Bobigny. Dans ce wagon, normalement, il y avait 80 personnes à peu près qui étaient entassées, sans eau, sans toilette, pour un voyage qui durait à peu près 3 jours. La SNCF faisait payer tous les billets de transport. Chaque personne était référencée sur... C'est pour ça qu'on a pu retrouver tous les gens qui ont été déportés. 2 ans après la fin de la guerre, la fin de la déportation, la SNCF a réclamé de l'argent à l'État pour les transports des Juifs qui n'étaient pas payés encore. Le 22 juin 1942 au matin, il est conduit à la gare du Bourget et placé dans le convoi numéro 3 par 1934 internés. Ils disent partir pour Pichipoy, un terme yiddish qui veut dire quelque part, un ailleurs qu'on pressent incertain mais qu'on refuse tragique.
À partir de l'arrestation du père, c'est Jacques, le frère aîné de 15 ans, qui devient chef de famille. Je veux savoir comment il a survécu. Seul dans Paris avec 5 frères et sœurs qui n'étaient que des enfants et une mère qui ne parlait que le yiddish. On était dans la misère, on était à plat ventre, on n'était rien du tout. C'était affreux à cette époque-là. Je ne me promenais pas, j'allais nulle part, on se planquait au contraire. Et j'avais trouvé du travail, j'allais travailler, puis c'est tout. Je rentrais le soir, puis voilà, et encore, le soir, tu sais, il y avait des lois, on ne pouvait pas sortir après 8 heures, donc il fallait rentrer avant 8 heures. Il n'y avait vraiment pas de vie. Imagine-toi, parce qu'à un moment donné, il fallait tamponner sa carte d'identité marquée juif dessus. Alors ma mère, elle dit, on va y aller, comme ça, si on nous arrête dans la rue, ben, on serait régulier, on ne nous fera pas de problème. Je vais au commissariat, rue Rampeneau, et on rentre là-dedans. Elle dit, vous désirez? Je dis, voilà, on est des juifs, on vient se faire tamponner. Il dit, mettez-vous là. Et puis, il nous garde. Et à ce moment-là, il rentre ce fameux commissaire, et il demande aux employés qui étaient là-bas, mais qui c'est ces deux-là? Pour lui, c'était peut-être un vol, n'importe quoi. Oh, et alors, la bonne femme, elle lui dit, c'était une hupine avec son fils. Et alors, il a regardé la bonne femme, il a dit, et c'est pour ça que tu les retiens? Elle dit, allez, foutez-moi le camp. Et on est parti. Je te dis, c'est là où il nous a sauvé la vie. Sans ça, on se faisait déporter. Ça ne tenait pas à grand-chose. Autant mon père, ça ne s'est pas tenu à grand-chose, autant nous, ça ne s'est pas tenu à grand-chose. Parce que c'était un piège, le coup du tampon. Il nous faisait exprès venir pour les déporter. Tout, il faisait comme ça. Par exemple, sur les grands boulevards, arrivé à une heure, ils ont arrêté tous les juifs, et le lendemain matin, il est paru dans le journal officiel que les juifs n'avaient pas le droit de se promener sur le boulevard. Tu te rends compte? Voilà, c'est comme ça qu'ils faisaient les lois contre nous. Alors c'était facile. D'abord, ils embarquaient, et après, ils faisaient. À partir de 1942, l'antisémitisme bat son plein. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. C'est dans cette ambiance nauséabonde qu'une succession de règlements édictés soit par les Allemands, soit par Vichy, vient peu à peu frapper la vie quotidienne des Juifs en zone occupée. Couvre-feu. Port obligatoire de l'étoile jaune dès l'âge de 6 ans. Les Juifs ont interdiction de fréquenter les établissements ouverts au public, les cabines téléphoniques, et ne sont autorisés à voyager que dans la dernière rame du métro. Ils n'ont plus le droit de posséder ni vélo ni poste de radio. Le durcissement de la situation incite Jacques à aller chercher de l'aide auprès d'organisations juives. L'UGIF dans un premier temps, puis le comité de la rue Amelot. Qu'est-ce qu'on fait quand on est juif à Paris et qu'on a besoin d'aide? Effectivement, depuis la fin 1941, il y a un organisme officiel qui s'appelle l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, qui a des bureaux où on va chercher des secours, mais où on sait que c'est contrôlé par les Allemands. Donc, beaucoup de Juifs immigrés, en particulier tous ceux qui parlent yiddish, se méfient. Si on ne veut pas aller dans un bureau de l'UGIF, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 endroits. Il y a un endroit qu'on a appelé rue Amelot et que les Juifs immigrés connaissaient bien. Et il y avait un dispensaire, la mère et l'enfant. Là, ils pouvaient trouver des adresses de nourrices. Ils ont une face légale et des circuits illégaux où ils cachent les gens. Léo est envoyé chez une tante en zone libre, pendant que Jacques prépare le placement de ses sœurs en nourrice, quand la rumeur d'une rafle devient réalité. Le 16 juillet 1942 commence la rafle du Veldiv. Pendant 2 jours, 12 554 Juifs sont arrêtés dans tous les arrondissements de Paris. Pour la première fois, les femmes et les enfants font partie des convois. Ils sont conduits au vélodrome d'hiver où ils vivent entassés pendant 8 jours avant d'être déportés. Ce jour-là, Jacques et sa mère prennent une décision qui va leur sauver la vie. Un soir, il y a une bonne femme qui est venue et qui a dit, il était peut-être 10 heures du soir ou 11 heures, elle a dit à ma mère, vous savez, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, ils raflent tous les Juifs qui restent. Et au bout d'un moment, on était là à se regarder, ma mère et moi, et si c'était vrai, Alors elle me dit, écoute Jacques,
on va descendre en bas. Alors, je dis, bon, bah, si tu veux. Alors, on est descendu chez la voisine. On lui a dit, écoutez, ça nous ferait plaisir si on pouvait passer la nuit chez vous. Il s'écoute peut-être 2-3 heures, 2 heures. Puis on n'entend des pas dans la cour. Et on entend parler le concierge. J'ai dit, oui, il demeure au premier. Alors, ils sont montés, ils étaient, on ne sait pas combien ils étaient. On pense qu'ils étaient 3 ou 4. Et ils sont montés à la maison. Et comme la porte était fermée, alors ils ont demandé au concierge s'il a une hache. Et ils ont démoli la porte, ils sont entrés. La trouille de notre vie. Tu sais ce que c'est que la trouille? La trouille de notre vie. Parce qu'on a pensé, on a entendu, ils ont tout jeté en l'air. Ils ont tout foutu en l'air. J'ai eu tellement peur que j'ai mes membres qui ont claqué, et pourtant je raisonnais, et j'arrivais pas à m'arrêter. Je dis, mais arrête, je pouvais pas. Comme un squelette qui se cogne. J'arrive pas, impossible de m'arrêter. Et ma mère, en une nuit, elle avait les cheveux noirs comme du charbon, et ben elle avait des cheveux déjà grisonnants, en une nuit, et elle a perdu des dents. Tout le monde a été pris. Hein. Du jour au lendemain, ils ont raflé tous les juifs parce qu'il y en avait dans notre immeuble. Hein. Il y en avait beaucoup. Et beaucoup ne sont pas revenus, c'est certain. C'est une question de chance. Parce que quand le lendemain, on montait dans notre appartement, il y avait les scellés. C'était fini, on ne pouvait pas retourner à la maison. Et on est tous partis à ce moment-là dans des familles. Chacun, on se dispersait. Et c'est ce qui nous a sauvé la vie. Le lendemain de la rafle, Georgette, Sarah et Pauline sont placées clandestinement chez une nourrice à Montataire, en Picardie. Elles y resteront près d'1 an avant d'être de nouveau séparées. Au mémorial de la Shoah, l'archiviste Sarah Mimoun a retrouvé la trace de leur placement auprès d'une association juive. J'ai retrouvé droit des enfants Salzberg, la preuve qu'ils étaient bien pris en charge par la rue Hamelot. Alors là, j'ai la fiche de Salzberg Georgette. Après, on a la fiche Pauline. Et là, il y a une mention particulière, n'ont qu'une seule robe, les 2 grandes n'ont qu'un tablier, difficulté pour titre d'alimentation pour matière grasse. Comme c'était des placements clandestins, il fallait fournir des tickets d'alimentation. Donc, il semblerait qu'il y ait des difficultés. Enfin, là, il m'a retiré le 19 juillet. Par le biais du comité de la rue Hamelot, Jacques parvient à garder le contact avec ses sœurs. Prévoyant, il avait mis en place un code d'alerte. La première famille où on a été cachés, alors eux, on était très mal. Et je me souviens, mon frère Jacques avait dit, écoutez, vous partez, mais on était tout petits là, et si vous n'êtes pas bien, s'il y a un problème, vous dites dans la lettre, bonjour à Madame Griffon, qui était une voisine en face de chez nous qui demeurait. Alors on lui a écrit bonjour à Madame Griffon, et à ce moment-là, il est venu nous chercher. Et quand il est venu nous chercher, on s'est sauvés. Parce que les nourrices, c'était pas bon pour elles qu'on se sauve, parce qu'elles n'étaient pas payées après. Et la police qui nous a poursuivis, moi je me souviens très bien, tu te rends compte, c'est pour ça que ça me paraît drôle, j'avais quel âge? J'avais 5 ans. On courait en dessous les trains, et mon frère disait « Dépêche-toi, dépêchez-vous, dépêchez-vous », pour qu'on puisse rentrer dans un train. Et moi je me souviens aussi d'avoir été placée avec mon frère Léon à Brunois, et je faisais pipi au lit le soir par émotion. Alors j'étais privée de nourriture le lendemain. Alors j'étais non seulement privée de nourriture, mais battue avec la paillasse. Et mon frère, dans la nuit, il me réveillait, puis il me faisait chut. Et puis on allait dans la cuisine, et puis il allait voler à manger pour nous. Certains enfants ont été vraiment maltraités. Et donc là, voilà, mauvais traitement. Alors quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Soit ils étaient battus, soit on les faisait trop travailler, soit on leur donnait quasiment pas à manger, alors qu'elle recevait, cette famille d'accueil recevait une pension et des bons d'alimentation. Quand les Allemands entrent en zone libre, Léo quitte Avignon et rejoint Pauline à Brunois. Georgette et Sarah sont placées ensemble en Normandie, dans la région de Domfront. Pour la première fois, Jacques perd tout contact avec sa fratrie. Resté seul à Paris avec sa mère Rivka et sa petite sœur qui n'a que 2 ans, il commence alors de longs mois d'errance dans les rues de la capitale.
on s'est trouvés, ma mère et moi, et ma petite sœur, dans la rue. Alors là, c'était terrible. On s'est trouvés dans la rue, on a marché, et je suis tombé sur un de mes copains. Il dit, écoute, ma mère, elle travaille dans une cuisine, tu sais, pour les Juifs. C'était un groupement, et elle était cuisinière là-bas. Tu sais, comme il n'y a personne maintenant, venez, on va vous emmener là-bas, tu vas passer déjà la nuit, et on verra demain. Alors, j'ai été passer la nuit là-bas avec ma mère, ma petite sœur et moi. On a passé la nuit. Et le lendemain matin, on s'est trouvés comme ça. Je sais qu'on a erré, je me rappelle vaguement. On a été voir des gens, on leur a demandé si on voulait passer la nuit. Ils ne voulaient pas. Tu sais qu'à ce moment-là, pour se sauver la peau, même les gens qui étaient soi-disant des Juifs français, ils avaient peur de nous. Ils avaient peur que si jamais on remarque avec nous, qu'on vienne les arrêter. Il s'est débrouillé pendant toute la guerre, cacher maman, leur donner à manger, les suivre sans arrêt. Et lui, il fallait pas qu'il se fasse prendre aussi, en plus. Il était jeune, hein, je crois qu'il avait 14 ans, pas plus. 15 ans, peut-être. Et maman, elle parlait pas du tout français. Pendant 7 mois, Jacques et Rivka errent dans les ruelles de Belleville. Véritables souricières, ils se cachent dans les caves et les cages d'escalier, bravant le froid et la faim en tentant d'éviter les rafles. Ils trouvent finalement refuge passage Ronce, dans un immeuble laissé à l'abandon où de nombreuses familles juives se cachent. L'étau se resserre. Jacques manque de se faire arrêter dans un cinéma, puis lors d'un contrôle de police. Il s'échappe à 2 reprises. Parce qu'il est devenu trop dangereux de se cacher avec une fillette de 2 ans, il décide de placer sa sœur Monique dans une maison d'enfants de l'UGIF, rue Lamarck. Vous devez avoir 2-3 ans, on ne pouvait pas la trimballer partout. Des gens nous ont dit, il y a une garderie, ils sont bien soignés, on les couche, on s'occupe d'eux. C'est formidable. Ça nous a coûté beaucoup, mais on était tous les 3 et on ne savait pas vraiment quoi faire. Et on la dépose, elle se met à hurler comme... Et on la laisse. 3e jour, ma mère a dit, c'est ridicule, si on est là, autant qu'elle soit avec nous. On a été la chercher. Elle avait perdu la parole et elle ne voulait pas me voir. Longtemps, quelques années, ça l'a marqué, elle ne voulait pas sortir avec moi. Et le lendemain, ils ont raflé tous les enfants de là-bas. Il y a un camion qui est venu, ils ont embarqué tous les enfants, sauf ma sœur, parce que ma mère, elle n'en pouvait plus. Quoi, c'est que les surgitaires, hein, tu sais, les Juifs qui sont restés en vie. La chance. C'est la fatalité. C'était pas notre heure. Il serait 60 000 enfants juifs à avoir échappé à la solution finale en se cachant un peu partout en France. Je découvre que les futurs conjoints des 6 enfants Ellsberg ont eux aussi connu un destin similaire. Ironie de l'histoire, le petit Jean est caché en Normandie à seulement quelques kilomètres de Sarah, sa future femme. Sauvé par un ami de son père, il a lui aussi échappé de justesse à la déportation. Je me rappelle très très bien, j'avais pas tout à fait 8 ans. Le jour de la grande rafle, le tonton Jean, il est venu nous chercher. Comme lui, il avait des papiers, il s'appelait Le Merle. Donc il est venu nous chercher, ma sœur et moi. Les gendarmes, ils nous ont arrêtés en bas de l'immeuble. Ils lui ont demandé ses papiers, il a dit oui, où vous allez. Il a répondu, c'est mes enfants, je m'en vais. Et le soir même, ils nous ont mis dans le train et ils nous ont accompagnés chez une de leurs belles-sœurs qui habitait la Normandie. Et c'est là où ma sœur et moi, on est restés pendant toute la guerre. Leur fille a demandé pour ses parents la médaille des Justes, qui lui a été accordée. Nous avons reçu un courrier de Paris d'une de mes tantes demandant à maman si elle pouvait accueillir 2 enfants que les parents avaient beaucoup de mal à cacher, bien sûr, parce que c'est difficile de se cacher à 4 personnes. Et donc, mon oncle est arrivé avec donc Jean et Liliane. Je voudrais dire, parce que moi j'ai les statistiques et qu'on ne sait pas toujours, mais que c'est de beaucoup en France qu'il y a eu le plus de solidarité, mais il y a eu des gens qui ont risqué leur vie, qui ont risqué la déportation pour sauver des Juifs dans des conditions très difficiles. Depuis le mois d'août 1942 et jusqu'à la libération, le couple de Haye a accepté en nourrice 2 enfants juifs habitant Paris, les entourant d'affection et de sollicitude. Leurs soins dévoués ont assuré à ces enfants une protection salutaire durant les années où leurs parents étaient plongés dans une profonde détresse. Henri et Marceline de Haye
ont ainsi donné un exemple éclatant de solidarité humaine et de courage civique. Dort ist man in der Wochen alle Sonnenju. Jeichelech will ich dir kochen, Schluselulu. Wird schicken $20 sein Porträt dazu und wird nehmen, leben soll uns hinzu. Pour nourrir sa mère et sa sœur, Jacques intègre l'école de travail de la rue des Rosiers. Un centre pour jeunes travailleurs juifs dont les Allemands connaissent l'existence. Un mois seulement avant la libération de Paris, l'école est raflée. Un jour, le directeur, il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, Jacques, j'ai entendu dire que demain matin, il rafle toute l'école. Il dit, toi, tu sais où aller, maintenant, tu as une mère, vas-y. » On était 3 ou 4 copains. On est partis, et le lendemain, en effet, ils sont venus avec des autobus ou des camions, et ils ont raflé tout le monde. 3 fois, j'ai manqué de me faire prendre. Une fois au commissariat, une fois au cinéma, et une fois dans la rue. Donc 3 arrestations et 2 rafles. Oui, c'est ça, j'ai loupé. C'est la question d'être pris ou pas pris. Quand les flics m'arrêtaient, la première chose que j'avais en tête, c'est me barrer, hein, tout le temps. Après avoir échappé une fois de plus à la déportation, Jacques participe à la libération de Paris en août 1944. Avec les FFI, les Forces françaises de l'intérieur, il prend part au combat. On a été à Belleville, on a enlevé les pavés, on montait des sacs de sable au 4e, au 5e, où il n'y avait pas d'ascenseur. Personne ne nous aidait. Hein. On demandait aux gens autour de nous, vous voulez pas nous aider? Ils s'en foutaient. Ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire, être libéré. On avait rendez-vous tous les matins, lever du drapeau. Et on était au moins une bonne centaine, sinon plus. Même là-bas, ils voulaient que nous, les Juifs, on soit à part. Je ne comprenais pas pourquoi. Muni d'un brassard et d'un pistolet, Jacques récupère l'appartement de la rue du Pressoir. Spolié par un voisin, tous leurs biens ont disparu. Quand il m'a vu, il a eu peur. Il a eu une frousse. Moi, je pensais pas à mal. Il a pris l'appartement. Qu'est-ce que je voulais qu'il fasse? Hein, oui, c'était plus grand. Il est parti tout de suite. Et nous, on est rentrés le lendemain ou le surlendemain. Et après, on a récupéré mon frère et mes sœurs. Grâce aux associations juives, Jacques retrouve la trace de Pauline et Léo à Brunoy, puis de Georgette et Sarah en Normandie. À vélo, il parcourt des centaines de kilomètres à leur recherche. Il les récupère tous. Tu te souviens quand il est venu te chercher? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et sur le guidon, on avait mal au derrière, mal aux fesses, on était sur le guidon du vélo. Ah, bien sûr. Quand on est arrivé à Paris, je me rappelle avoir mangé à la soupe populaire. Mais moi, je trouvais ça extraordinaire, il y avait plein de monde. Pour moi, j'en ai un souvenir comme un gosse qui est content d'être là, même si je ne sais même pas si la soupe était bonne ou pas bonne, mais j'étais contente. On n'a pas compris, on était trop jeunes. Quel bonheur c'était de se revoir. Pour ça qu'on a vécu longtemps ensemble et heureux. Donc là, c'est la 2e fête de l'année, là. Ah oui, c'est... On fait tous les ans Kippour et Païser. Païser, c'est Pâques. Jean-Jeanne, vous faisiez les fêtes quand vous étiez petit? Non, parce que nous, on ne faisait pas partie d'une famille religieuse. Mon père n'était pas du tout religieux, ma mère non plus. Absolument. On mangeait le bouillon Kneidler, mais on ne fêtait pas les fêtes. On a vécu des choses difficiles, et maintenant qu'on a les belles choses, on se rend compte que c'est merveilleux. Ça, c'est très important dans une vie. On a eu tous ensemble, un restaurant. Qu'est-ce qu'on a eu? Des tennis. Des prêt-à-porter. Le prêt-à-porter pour enfants. Non, pour enfants. Et après, les magasins Clichy. Du cuir, du tissu, la petite bouffe. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait plein de choses, nous. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que moi,
avant le mariage, je travaillais avec mon frère Jacques. Ah oui, le trio infernal. Le trio, Pauline, Jacques et moi. Je crois que ça a été les plus beaux jours de ma vie. Qu'est-ce qu'on a pu rire, s'amuser, tout ça en travaillant. Je pense que quand on s'est retrouvés tous ensemble, je pense que c'est ma mère et mon frère, en la soutenant, qui ont créé ce lien. Elle avait un optimisme en elle, elle avait une gaieté, je crois qu'elle avait 6 enfants et puis c'était elle le 7e. On dormait dans 10 mètres carrés, mais c'était propre, ça sentait bon. Et il y avait un lit en longueur, un lit en largeur, l'autre lit en longueur, et on enjambait les lits pour pouvoir aller dans son lit respectif. En réalité, c'est drôle. Je crois que c'est les plus beaux souvenirs de ma vie. Moi, je me souviens que ma mère disait toujours, quand vous serez grand et que tout le monde sera marié, on n'est pas obligé toujours de s'entendre, même avec les pièces rapportées. C'est pas grave. Mais entre vous, il faut toujours garder le lien de frères et sœurs. Après tout ce qu'elle a vécu, elle avait rien d'aigri. Par contre, elle avait une très très grande tristesse quand elle parlait de son mari. C'est presque 1 an après la libération de Paris que l'on commence à parler du sort des déportés. D'avril à août 1945, l'hôtel Lutetia est transformé en centre d'accueil pour les rescapés des camps de concentration nazis. Comme des milliers d'enfants restés orphelins à la fin de la guerre, Jacques et Léo viennent chercher des nouvelles de leur père. Ils y croisent sans le connaître le petit Félix, qui deviendra plus tard le mari de Georgette. Avec son père, il vient tous les jours chercher des nouvelles de sa famille. Après la guerre, il s'était organisé à l'hôtel Lutetia par la Croix-Rouge, un centre de renseignement. Donc je me souviens d'y avoir été souvent avec mon père. Il essayait de récupérer des renseignements sur le devenir de sa famille en Pologne. Et puis il s'est avéré qu'il n'y avait plus de traces de personne. Quand il a su qu'il n'y avait plus de raison d'espérer retrouver quelqu'un de sa famille, mon père est rentré tombé gravement malade. Est-ce que tu crois que c'est ça qui l'a rendu malade? Oui. C'est sûr. On ne meurt pas d'un cancer de l'estomac en 1 an et demi. À l'époque, on pensait que mon père avait été déporté, mais qu'il allait revenir. Alors on regardait beaucoup les journaux, tu vois, pour voir si on trouvait des noms. Mais quand on a su que c'était pas possible, qu'il avait été dans les chambres à gaz, c'était terminé. Hein. Tu sais, c'est dans une case dans la tête. De temps en temps, on y pense, mais pas souvent. Maintenant, c'est vraiment oublié. Et il faut oublier. Et moi, j'ai jamais rien pas dit à mes enfants, mes petits-enfants. Mémorial de la Shoah, un matin au mois de mai. Que sait-on vraiment sur la disparition de ce père dont il n'existe aucune image, sinon qu'il n'est jamais revenu, et qu'on a préféré oublier son destin tragique? Ne jamais en parler pour se reconstruire et continuer sa route. Mais peut-on réellement faire le deuil sans connaître la vérité? Salzberg, Ephraim. J'ai même sa date de décès. Qui est laquelle? Le 28 juillet 1942. Il était né le 11-12-1904 à Belgice, en Pologne, et il est décédé à Auschwitz le 28 juillet 1942. Il a survécu 5 semaines à Auschwitz. Il est parmi les premiers, il est parti par le convoi 3. Il n'y avait pas encore de chambre à gaz, donc tous les hommes étaient immatriculés, entraient dans le camp. Ils avaient besoin de main-d'œuvre pour construire le camp, pour faire les chambres à gaz, pour faire un tas de travaux. Mais les gens mouraient de maladies, d'épuisement et tout. Donc Ephraim Salzberg n'est pas mort dans une chambre à gaz? Probablement pas. On a le calendrier d'Auschwitz. Je peux regarder s'il y a un fait spécial à cette date. Voilà. On voit que le médecin SS du camp a conduit une sélection dans l'infirmerie du bloc 28. Il a choisi 33 détenus qu'il a tués le jour même avec une injection de phénol. Donc,
Est-ce qu'il est mort de cette manière? Je ne pourrais pas l'affirmer, parce qu'il y avait des gens qu'on trouvait morts dans les baraques le matin. Mais il se peut qu'il soit parmi ces 33. Ce sont avec ces premières images prises par l'armée rouge que le monde découvre peu à peu le sort de 6 millions de Juifs. Un génocide que personne n'aurait pu imaginer. Les survivants reviennent dans un état terrible. Le père de Doubi est l'un d'entre eux. À la fin de la guerre, tout le monde recherchait tout le monde. Et mon père nous a retrouvés, parce il y a des organisations qui gardaient les noms. Et quand on marchait pour rentrer chez nous, on voit un monsieur tout marron, parce qu'ils étaient maigres, mais ils étaient tout le temps dehors, donc il était bronzé, enfin gris. Et on marche, puis au bout de 2 minutes, elle l'a reconnu. Il est revenu à 40 kilos, on l'a à peine reconnu, et puis le pauvre, 5 ans après qu'il soit revenu, est tombé paralysé. Il était courageux parce qu'il faisait tout, je te dis, travailler à la machine en étant paralysé. Auschwitz. Voilà. Est-ce qu'il parlait parfois de ce qu'il a vécu? Très peu. Les déportés parlent très peu. Je sais que ma mère m'a raconté que les premières années, la nuit, ils se réveillaient en hurlant. Mais ils en parlaient d'une façon ironique presque. Le peu que j'ai de souvenirs, parce que j'étais jeune, ils racontaient que quand ils se réveillaient des fois le matin dans le camp, il y avait un mort ou deux à côté. Mais je sais pas comment t'expliquer. Ils étaient devenus froids, imperméables à la souffrance, parce que tous souffraient. Et puis après, à 18 ans, j'ai connu Jacques, et puis Jacques, il a bossé. Le deuxième avait 5 ans de moins que lui, les autres étaient petits. Fallait bouffer. Il a servi de père. J'ai jamais prononcé le mot papa. Et ça m'a jamais manqué. Mais ça m'a jamais manqué parce que j'ai eu une chance inouïe d'avoir un frère comme mon frère. On avait conscience que Jacques a été un frère extraordinaire, ça c'est certain. Il s'est occupé de tout le monde. Jacques, il a été... Parce qu'à ce moment-là, il était en pleine jeunesse. Il avait envie de sortir, il avait envie de vivre sa vie, et il ne l'a pas fait. C'est Jacques qui ramenait la paye, quand même, pour vivre, pour manger, ça c'est certain. Hein. C'était pas facile. Il fallait qu'on se raccroche à quelqu'un. Et Jacques, ça a été le chef de famille. Tu sais, quand il y avait quelque chose, il ne demandait pas à ma mère, il demandait à moi. Par la force des choses. J'étais l'homme de la maison, voilà. Mais c'était des enfants tout à fait normaux. Ils ne se rendaient pas compte, ils avaient effacé leur père, ils n'y pensaient plus. Ils avaient confiance en moi. Pourquoi? Parce que j'avais jamais fait un écart. Jamais. J'ai toujours été présent. Quand on partait en vacances, je choisissais la plus belle maison, 6 pièces, 5 pièces, et je la louais. Et ils partaient, quand on pouvait, ils ne partaient pas 1 mois en vacances, mais 2 mois. Et moi, ça me faisait plaisir. Tu sais, je les adore, alors. Peut-être plus que mes enfants, peut-être. Parce que ce sont mes enfants. Ce sont tes enfants? Ah oui, absolument. Valérie, la fille de Monique, m'a donné rendez-vous dans le quartier de son enfance. Intriguée par mes recherches, elle veut à son tour poser des questions et m'aider à comprendre le lien qui anime sa famille. Moi, je suis peureuse et je peux pas parler de mort, de machin, genre, je supporte pas. Pourquoi tu supportes pas? On parle pas comme ça, nous. Enfin, moi, je supporte pas. Nous, d'abord. Tu dis nous, les Alsberg, ça veut dire nous, la famille. Peut-être, c'est trop compliqué. Non, parce que tu le sais très bien. Quand tu dis nous, c'est pas l'identité de papa et toi, c'est nous, les Alsberg. Ben voilà. Moi, je suis peureuse. Quand maman dit nous, c'est pour dire nous, les Alsberg. Après, tout le reste, on s'en fiche. C'est ni mon père, ni mes enfants, c'est nous, les Alsberg. Ben, c'est la vérité. Nous avons bon caractère, ça veut dire les Alsberg avons bon caractère. Nous sommes parfaits. Nous sommes les meilleurs, ça c'est sûr. C'est qui nous sommes les meilleurs? C'est pas qu'on est les meilleurs. On est une famille et c'est vrai, j'arrêterai pas de le répéter. Comme ça. Mon point, c'est une famille.
Mais là, à l'instant même, quand tu as dit nous, on pense que, ou nous, on est les doigts de la main, etc., tu penses tout de suite à tes frères et sœurs. Tu peux pas avoir le même amour que nous, on a eu entre les sœurs, parce qu'on a eu tellement de choses ensemble. Et quoi, ces choses? Les trucs de la guerre, qu'on n'avait pas à manger, qu'on a été cachés. Moi, si un frère ou une sœur est malade, j'en suis malade. J'appelle, je machin. Si mes enfants l'autre est malade, bon, j'appellerai demain. Je dis la vérité, Valérie, c'est la différence. Mais je dis rien. Non, mais j'explique à Sabrina. Est-ce un hasard si les 6 frères et sœurs Alsberg ont tous des conjoints au destin similaire? Ou est-ce tout simplement la force des choses? Simon, le mari de Monique, n'échappe pas à la règle. Enfant caché pendant toute la guerre, on lui dit que ses parents sont morts. Leur retrouvaille est un traumatisme. Moi, j'ai mis au moins 15 jours pour accepter mes parents. Parce que pour moi, ils n'étaient pas là, c'était pas mes parents. C'était pas mes parents. J'ai souvenance que je les ai rejetés. Quand vous vous êtes tous rencontrés, toute cette tribu, vous vous êtes racontés? Non, on ne se parle pas. Pourtant, on s'est vu des centaines et peut-être des milliers de fois, hein, mais jamais on en a parlé, jamais. Donc en fait, vous êtes une génération qui n'a pas parlé? Non, non. C'est une génération qui n'a pas parlé. De ça, non. De ça, on n'a pas pu. Leur vécu d'enfants cachés et leur souffrance d'enfants cachés n'a même pas été reconnue. Qu'est-ce qu'on leur dit après la guerre? On leur dit... Toi, tu as échappé à la déportation, c'est des broutilles que tu as vécues. Donc tais-toi, regarde devant et refais ta vie. Ces blessures-là, c'est des blessures indicibles avec lesquelles ils se sont construits et qui vont ressortir des années après. Je décide de rassembler leurs enfants. Cette 3e génération surprotégée à laquelle ils n'ont pas parlé ou si peu. Quelle image peuvent-ils bien avoir de leurs parents? Moi, je suis étonné déjà que nous n'avons jamais posé de questions déjà. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais posé de questions? Parce qu'ils nous ont jamais parlé. Non, mais c'est étonnant. Non, mais je pense qu'on n'a pas posé de questions parce qu'ils nous en ont jamais parlé quand on était jeunes et qu'on a pris ça peut-être comme vraiment des souvenirs tellement terribles qu'on préférait, je pense, que pas poser de questions. Moi, je pense aussi, ils ont toujours montré l'image d'une famille très gaie, pas traumatisée du tout. Est-ce qu'une seconde, tu pensais qu'ils étaient passés par des moments insupportables? Écoute, ils ont une joie de vivre, ils montrent pas, on parle toujours des Ashkénazes, traumatisés, machin, tristes, et la Shoah tous les jours. On n'a jamais eu cette image-là, nous, de nos parents. La seule chose qu'ils disaient, moi je me souviens, le seul souvenir que me disait, c'est que voilà, ma mère, ils vivaient tous dans la même chambre, ils se battaient entre eux. Mais c'était que des rigolades. Quelque part de la rigolade. Tu vois, les choses, elles sont déviées à chaque fois. Donc en fait, il y a eu des histoires racontées, mais tout a été détourné. C'est pour ça que je parle de secret, parce que c'était pas un secret. On aurait pu tous poser des questions. Mais on a été élevés pour que justement on n'en pose pas. Imagine une fille de 8-9 ans qui est larguée dans une famille, t'as pas de nouvelles des parents et tout. T'imagines la détresse que ça doit être par moment. Ils n'ont pas voulu nous dire qu'ils étaient dans un état de détresse. Et ils ont dû passer par des moments, le soir, à pleurer des nuits entières. C'est clair, c'est obligé, c'est humain. Et même mon père, il me racontait que pendant la guerre, il me disait, moi j'ai jamais manqué de rien, on avait toujours au moins un bout de pain à manger. Mais t'imagines, à manger un bout de pain, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tu crèves de faim. Nos souvenirs, ils sont quand même des années 60-70, enfants. Et moi, les souvenirs que j'ai, c'est mes parents... tout le monde, toute une grande famille en train de faire la fête, rattrapant une jeunesse, donc quelque part ça a occulté après peut-être tout ce côté pendant la guerre, quoi. Rattraper le passé, s'amuser à tout prix, oublier. Et surtout ne jamais reparler du malheur. Et si c'était ça la devise de la famille? Mettre ses blessures de côté, les enfouir dans un coin de sa mémoire, en espérant qu'elles ne ressurgissent jamais. Aujourd'hui, c'est quoi? Rosh Hashanah. C'est la nouvelle année, on est en 5667. Et en plus de ça, c'est l'anniversaire de mon frère Jacques. 4 fois 20 ans, c'est quelque chose. Un jour, mon fils m'a dit, maman, les parents n'ont pas d'âge.
Pour moi, tu es toujours jeune, parce que les parents n'ont pas d'âge. Alors comme mon frère, il a un rôle plus que frère, il n'a pas d'âge pour moi. Bah attends, tu vas voir, quand on va faire le gâteau, il va pleurer, lui. Je te jure. Et toi, est-ce que tu vas pleurer? Certainement, certainement, parce que j'ai déjà l'arme à l'œil, tu vois. Pas brother, ça suffit. Brother. Oui. Est-ce que vous parlez aussi bien yiddish? Oui, non, j'ai oublié. Je te dirais, je suis partie. Maintenant. Attends. Attends, où faut les Tonton Jacques, à l'approche de tes 79 ans, 11 mois, 3 semaines et demie, 23 heures et 30 secondes, nous sommes tous là réunis car en ce grand jour exceptionnel, 2 événements se sont préparés en même temps. La nouvelle année 5667 et l'anniversaire d'un grand homme au destin hors du commun. Grâce à ton courage et à ta volonté de préserver l'unité de ta famille à une époque difficile, et ce toujours dans la bonne humeur. C'est ma mère. Aujourd'hui, nous, tes neveux et tes nièces, nous te disons merci et te souhaitons un très joyeux anniversaire. Certains me diront que d'autres ont vécu des histoires bien plus exceptionnelles. Mais ont-ils réussi à faire d'un événement si tragique une réussite ? Une famille unie, après tout, n'est-ce pas la plus belle des revanches ?